Bonjour à tous et à toutes. Je viens aujourd'hui commencer par une vidéo de présentation. Mon but étant de vous partager mon parcours à propos d'une PMA pour être maman monoparentale avec en plus une maladie. Même pas qu'une. Je vais vous poser le décor, je vais vous expliquer tout ça et le but de cette vidéo, ce n'est absolument pas d'être monétisé, absolument pas d'être suivi par des millions de personnes. Non, d'ailleurs, je vais bien choisir mes tags, bien choisir mes titres, car je veux cibler les personnes qui se lanceraient dans une procédure comme moi, qui souhaiteraient avoir des informations parce que moi j'ai manqué d'informations, j'ai manqué de d'accompagnement au début et puis même maintenant, au fur et à mesure, c'est moi qui vais énormément aller sur les forums, énormément aller chercher à droite et à gauche les informations. C'est décousu, ça part dans tous les sens. Et comme c'est une procédure en France qui n'existe pas depuis très longtemps, voilà, on manque vraiment, mais cruellement de d'accompagnement, d'information. Je répète les termes, mais voilà, c'est dommage, mais c'est la triste réalité. Donc, pour vous poser le décor, avant, je vais faire un petit disclaimer, un autre. Euh, je vous demanderai de ne pas juger. Je vous demanderai de ne pas non plus essayer de stalker, d'aller vous acharner, c'est les personnes qui ne sont pas bienveillantes, passez votre chemin vraiment. Euh, il faut savoir que la seule à qui je peux m'en prendre, vous allez comprendre pourquoi, c'est moi-même. C'est tout, c'est moi-même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière, euh, enfin même un peu, oui, l'année dernière, à peu près un an. Euh, Comme au début de chaque relation, on met les protections et pour avoir des rapports. Et puis, à un moment donné, s'est posé la question de faire des examens pour ne plus avoir à mettre ses protections. Et cette personne m'a fait croire qu'elle avait été faire ses examens 3 jours après qu'il avait eu les résultats. Et finalement, rien du tout. Je l'ai découvert bien trop tard, bien plus tard, et je n'ai pas, comme une idiote, demandé la visualisation papier de ces examens. Et ça, je ne peux m'en prendre qu'à moi, uniquement à moi. C'est complètement de ma faute. J'avais qu'à, euh, j'avais qu'à demander, c'est tout. C'est pour moi inconcevable qu'un être humain puisse jouer avec la santé de quelqu'un. Inconcevable que l'on fasse croire qu'on a été faire des examens et qu'on n'a pas été les faire. Surtout que plusieurs particularités. Il me manque la rate à la suite d'un accident de la route. Donc, je ne cicatrise pas bien comme une personne qui a sa rate. S'il m'arrive quelque chose au niveau médical, ça prend tout de suite un peu plus d'ampleur. C'est plus compliqué. Je suis obligée de faire mes zooms moi-même. Alors, ma vidéo sera complètement en one shot, brut de pomme. Mon but n'est pas de mettre des artifices, n'est pas de divertir. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'était inconcevable que cette personne puisse jouer avec ça. Donc, je n'ai pas demandé et je vous invite vraiment à ne pas faire la même bêtise que moi. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous pensez que ça peut être insultant pour la personne de demander à avoir les résultats, euh, sortez-vous cette idée de la tête. Si la personne est clean, si la personne est, est droite dans ce qu'elle fait, Fifi, si la personne est droite dans ce qu'elle fait, elle n'a pas à s'offenser, à s'offusquer que vous demandiez à voir les résultats. C'est quelque chose qui doit être normal et elle devrait même vous les présenter d'elle-même. Euh, j'ai appris beaucoup à travers cette expérience, mais encore une fois, je me répète, la seule à qui je dois, euh, auprès de qui je dois m'en prendre, auprès de qui je dois être en colère, c'est moi-même. Donc, j'ai ce qu'on appelle, à cause de cet individu, une
IST. J'en ai même deux. Il m'a transmis le papillomavirus et Epstein-Barr. Donc les deux sont des infections sexuellement transmissibles qui ont comme souche l'herpès. Donc c'est-à-dire que ça peut aller dans votre gorge, ça peut aller dans votre col de l'utérus et ça peut aller dans votre anus si vous avez des rapports anal. Euh, En ce qui me concerne, je l'ai au niveau du col de l'utérus. Je n'ai pas la souche du papilloma 16 ou 18. Il y en a plusieurs comme ça numérotées. 16 ou 18 qui sont les plus agressives. Mais comme j'ai une légère endométriose, que j'ai une ablation de la rate, que je suis splénectomisée en clair, du coup, ça a pris des proportions chez moi. Forcément, c'était obligé. J'avais 99% de chance pour que ça se passe comme ça. Excusez-moi, je bois un petit coup. Du coup, ça a eu pour conséquence de provoquer une dysplasie cancéreuse. Quand on l'a découvert avec mon gynécologue, j'étais déjà au-dessus du stade 1. Il y a 3 stades. Et une fois que vous avez dépassé le stade 3, vous avez le cancer du col de l'utérus. Donc j'en suis au stade 1 et 2 avec quelques cellules du troisième stade. C'est évolutif comme ça. Troisième stade qu'on appelle stade de haut grade. J'aurais été au troisième stade, le gynécologue m'aurait directement imposé ce qu'on appelle une cautérisation. Donc il va venir sur le col de l'utérus, euh, en clair, comment je vais vous expliquer, avec un système de laser, brûler, vraiment on va synthétiser, on va aller au plus court, brûler les cellules contaminées, voire un petit peu au-delà, cautériser tout simplement. Et ça a pour conséquence, si on est en projet de grossesse, euh, d'atrophier le col de l'utérus, de peut-être provoquer de l'infertilité. Ça a toute une petite palette comme ça de peut-être effets secondaires qui ne sont pas bons. Alors, le problème, c'est que comme je ne cicatrise pas très bien, euh, on a dit que pour le moment, c'est évolutif, certes, mais je ne suis pas au pied du mur. Donc, j'avais pour projet il y a quelques années, avant de rencontrer cette personne et de faire carrière dans mon métier, de faire une PMA monoparentale. C'était quelque chose qui était déjà ancré chez moi, qui était très clair, très droite dans ma décision. Encore une fois, je vous demanderai de ne pas juger. J'ai des amis hommes qui se sont un petit peu comme ça manifestés en me disant mais pourquoi Morgane tu veux faire un bébé sans papa? C'est pas je veux faire un bébé sans papa, je veux pas faire de bébé pour moi non plus. Je veux connaître l'expérience d'être maman. J'ai euh, envie de connaître la maternité. Si ça ne s'offre pas à moi, je passerai par le système d'adoption. Mais euh, à l'ordre actuel, je n'ai rencontré personne qui, euh, avec qui j'ai envie de partager cette expérience-là. Quand je vois mes amis qui se séparent autour de moi, les problématiques que ça engendre, la séparation, les traumas que ça engendre euh, aussi au niveau de l'enfant, euh, je n'ai je me sens pas de perdre encore quelques années. J'ai 37 ans et demi pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pouvoir instaurer un système de confiance, un équilibre que je n'ai pas trouvé. Et les années passent. Nous, les femmes, on a cette horloge biologique qui est présente, qu'on ne peut pas nier. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai beaucoup pesé le pour, le contre, énormément, et je suis très
je le répète, très saine dans ma décision et très droite. Donc, avec le gynécologue, il a été décidé que je lance la procédure de PMA tout en ayant une surveillance par la biopsie. Cette surveillance se fait tous les 3 à 4 mois. Malheureusement, si j'atteins le stade 3 lors d'une des biopsies ou si on voit que euh, il n'y a plus que des cellules pardon, de stade 2 et que on tend vers le stade 3, on rapprochera les biopsies et si j'atteins le stade 3, on sera obligé de passer par la cautérisation. Ça ne m'empêchera peut-être pas d'avoir un enfant, mais ça pourra compliquer les choses. Donc, j'ai la chance d'habiter dans une région, euh, enfin de réhabiter dans cette région parce que j'ai réemménagé auprès de ma maman après ma séparation. J'ai la chance de réhabiter à côté d'un hôpital qui pratique la PMA. Il y a une centaine de centres en France et ce centre est sur le top 3, sur le podium top 3 des centres de PMA en France. Je vais vous demander juste un tout petit instant. Merci de cette petite interlude. Je commençais à manquer de luminosité. Euh, donc, ce centre, donc classé numéro 3, j'ai pris rendez-vous. J'ai eu rendez-vous avec une autre gynécologue qui m'a expliqué, entre guillemets, toutes les procédures qu'il y allait avoir avant l'insémination avec un donneur compatible. Je vous invite, lors de ce premier rendez-vous, à prendre des notes. Vraiment, à prendre des notes parce que c'est très compliqué de comprendre comment ça va se passer. Premièrement, en fait, ça va se diviser en ça va partir dans deux sens. Il va y avoir le côté examens médicaux et le côté psychologique. Donc, examens médicaux. Lors de vos prochaines règles, il va vous être demandé le troisième jour des règles de faire un examen sanguin. Je crois qu'on m'a pris 6 ou 7 fioles où il est demandé toute une liste de biochimie, d'analyse pour savoir au niveau pendant votre menstruation comment sont vos ovocytes, etc. Il va y avoir en dehors des règles, donc le 10e jour, ce qu'on appelle une hystérosalpingographie qui se prépare elle-même à l'avance. Cette hystérosalpingographie, c'est pour voir la perméabilité de vos trompes, c'est-à-dire être certain que vous ne fassiez pas de fausses couches, que le bébé ne, en clair, hein, pour imager encore une fois, pour synthétiser, ne, comment, que les trompes soient imperméables et que le bébé ne glisse pas en dehors de l'endroit. C'est tellement, hein, c'est tellement imagé ce que je dis, mais c'est ça. Ne glisse pas en dehors de l'endroit où il devrait être à sa place. Donc c'est une des causes de fausse couche, entre autres. Euh, il va vous être également demandé, donc j'ai parlé du troisième jour des règles, de l'hystérosalpingographie le 10e jour, et oui, en dehors des règles, à un moment bien particulier, donc au bout du 14e ou 16e jour, après votre premier jour des règles, de faire une échographie de vos ovocytes. En l'occurrence, ma trompe gauche présente un nombre d'ovocytes très correct, 14. Donc c'est dans la moyenne normalement des femmes de 30 ans. Vous le rappelle, j'ai 37 ans et demi. Et la trompe droite, par contre, commence à être un peu plus essoufflée en nombre d'ovocytes. Celle-ci n'en présente que 6 ou 7. Elle a, certains étaient un peu cachés, elle n'était pas sûre du nombre.
Donc, en l'occurrence, jusqu'à présent, l- tous les examens sanguins et échos que j'ai faits, rien ne va contre une PMA. Je n'ai pas encore fait d'hystérosalpingographie. Elle arrivera la semaine prochaine. Excusez-moi. C'est un examen que je n'ai pas trouvé dans mon département. Sur l'ordonnance, il est écrit d'appeler le premier jour des règles pour prendre rendez-vous pour le 10e jour. Or, lorsque vous appelez le premier jour des règles, il n'y a pas de place. Nulle part. C'est un examen qui demande euh, le blocage pendant 1 heure de 2 salles, de ce qu'on de ce qu'on m'en a expliqué. Euh, donc c'est un examen long qui demande un certain matériel, qui demande une certaine personne et qui demande un certain temps. Donc contrainte pour les cabinets de radiologie et du coup je me suis pas arrêtée à un non parce qu'on commençait à me dire oui mais dans 3 mois. Sauf que moi ça fait déjà 3 mois que j'étais censée avoir rendez-vous en février et psychologiquement, il y a dû y avoir un petit blocage, mes règles ont eu du retard, on a dû annuler le rendez-vous. Donc, merci à la légère endométriose aussi. Du coup, j'ai réussi à trouver quand même, pour dans 10 jours, le premier jour de mes règles, en dehors du département, et je serai accompagnée de ma maman parce qu'il est déconseillé de conduire. On va me mettre un colorant pour voir s'il y a des fuites, comme je vous ai expliqué, si les trompes sont perméables. Euh, c'est un examen qui apparemment ne va pas être très agréable puisqu'on va demander de prendre un space-fond 1 heure avant. Et voilà. Donc ça, je vous donnerai des nouvelles. Là, comme je vous le disais, je suis en train de vous poser le décor. Ensuite, ça sera des vidéos d'évolution, d'étapes dans ce combat. Du coup, ce qu'il va manquer, c'est le côté psychologique. Donc, au mois d'avril, là nous sommes le 9 février, j'ai rendez-vous le 15 février pour mon hystéro, et au mois d'avril, le 11 avril, j'ai rendez-vous avec une psychologue qui va étudier un petit peu mes raisons, qui va étudier mon cadre familial, mes antécédents psychologiques, etc. Dans un sens, je dis tant mieux, tant mieux. Il faut pas confier la vie d'un enfant à n'importe qui, tant mieux. Mais il y a une petite part de moi qui ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu, comment je dirais, frustrée. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que euh, des couples vont pouvoir, donc des couples hétérosexuels, vont pouvoir, si la génétique s'y prête, faire des bébés autant qu'ils le veulent, comme ils le veulent. Une fois que la porte est close, on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne va pas aller décortiquer chez ces personnes-là si leur aptitude psychologique est, euh, est saine, si ils peuvent totalement assumer et voir ne pas mettre l'enfant en maltraitance, en négligence, etc. Bon. Ap- En fait, ce que j'ai envie de dire comme message, c'est si on le fait aux uns, faisons-le à tous. Et en même temps, il faut il faut de la visualité, du contrôle, il faut faire attention. Mais lorsqu'on lance une démarche de PMA, euh, je pense, j'espère qu'on est réfléchi dans ce pourquoi et comment on le fait, et si on offre à l'enfant des... J'ai l'émotion qui monte un petit peu parce que
toutes ces années-là, j'ai chaque chose que j'ai faite, chaque évolution professionnelle, etc., c'était dans le but de création de famille. C'est après, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais c'est un peu tous notre but aussi. Voilà, c'est ce cadre d'être heureux, et moi, être heureuse passe voilà, par la maternité, entre autres. Il y a je sais plus quel philosophe qui disait, nous sommes la somme des 5 personnes les plus proches autour de nous. Et j'ai la chance d'être incroyablement entourée. Il y a des personnes qui manquent. La vie a fait que. Mais, si l'enfant, un jour, forcément, nous aurons des conversations et je le préparerai de A à Z, me demandera pourquoi je n'ai pas de papa comme mes camarades. Euh, il y aura de longues, longues conversations, de très, très longues conversations. Il y aura aucun mensonge, il y aura rien de caché. Et, euh, et je suis convaincue, parce que moi j'ai grandi sans mon papa qui est décédé très jeune, je suis convaincue que ça ne sera pas plus difficile que certains parents qui vont se déchirer devant l'enfant. Ça sera, en fait, c'est à l'entourage et moi-même d'apporter ce dossier sur lequel il va y avoir les pieds de la chaise, ce dossier sur lequel il va être assis, euh, qui va servir de support. Et plus on va rajouter de pieds à une chaise, plus le support va être solide. Et c'est incontestable. Mais j'ai du mal à exprimer ça, j'ai du mal à vous sortir les mots parce qu'il y a une partie de moi qui me dit que c'est obligé qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord. On ne peut pas tous être sur la même objectivité, le même sens. Et je suis mais convaincue qu'il y en a qui vont se demander, qui vont avoir des contre-arguments, ouais, qui vont et je peux pas tout déballer, je peux pas tout argumenter. Voilà, je vais répéter une phrase que j'ai dit au début. Encore une fois, c'est très réfléchi, c'est très clair dans ma tête. Donc, rencontre avec une psychologue, rencontre avec une assistante sociale. J'ai demandé lors de ma prise de rendez-vous si je devais emmener des papiers. On m'a dit que non. Euh, avant, ah oui, et en plus, donc, ils ont fait en sorte que ce jour-là, donc, le même jour, le 11 avril, il y a l'assistante sociale, il y a la psychologue et il y a la biologiste. La biologiste, c'est celle qui va regarder tous les examens que j'aurais faits au niveau sanguin, niveau biochimie, ovocytes, hystérosalpingographie, etc. Et qui va euh, aussi regarder mon groupe sanguin. Ils vont s'occuper de la compatibilité sanguine, entre autres. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver un donneur le plus compatible possible pour que ça ait plus de chances que ça fonctionne, mais aussi pour éviter des malformations. Il y a des groupes sanguins, s'ils se rencontrent lors d'une fécondation, qui vont avoir des chances que l'enfant ait des problèmes et des malformations et des maladies du sang, etc. Donc c'est pour au maximum essayer de minimiser ça et au maximum essayer de faire que ça fonctionne. Donc euh, voilà où j'en suis. Je vous ai tout présenté. Je pense que j'ai été un petit peu décousue, puisque sortir des idées, des fonctionnements, des pensées, c'est pas toujours évident à l'oral. S'exprimer seul en plus, on n'a pas d'interlocuteur qui vient nous poser des questions, donc c'est pas un exercice qui est forcément facile. Donc, ce qui est clair pour moi ne l'est pas forcément quand je le retranscris oralement.
Donc, je vous invite, si vous avez des questions, vraiment à m'écrire. N'hésitez surtout pas. De mon côté, j'ai décidé de prendre un temps libre pour cette PMA, pour pouvoir, financièrement, je suis très confortable, donc je peux me le permettre. Donc, j'ai décidé de prendre du temps pour moi lors de ce processus, d'être totalement libre psychologiquement, et au niveau rendez-vous. C'est un choix personnel, hein. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, tout ça pour vous dire que je serai entièrement disponible. Enfin, je vais partir au Japon avant j'espère procéder à l'insémination. Avec ma maman, on rêve d'aller au Japon. Je sais que ça s'est énormément démocratisé, mais nous, on est fanats, on est passionnés depuis des années. Fais pas, je ne vous fais pas un tour de propriétaire, mais chez moi, tout est thématique très asiatique. Et du coup, tout ça pour encore une fois vous dire que voilà, je serais ravie de répondre à vos questions, je serai disponible. Ce temps est important de détente pour le bon fonctionnement du processus de PMA, pardon, puisque le psychologique joue avec le physiologique et en plus, au maximum, je suis bien le moins stressée possible. Aussi, au maximum, la dysplasie reste au ralenti et ne s'accélère pas. Il faut savoir que pour 1 minute de stress, vous avez 1 heure de toxine qui est libérée dans votre corps. Donc toutes les fois où vous criez, où vous vous énervez, où vous êtes à fleur de peau, vous n'arrivez pas à rationaliser, à vous calmer, eh bien tout ça a de l'impact sur votre corps, son fonctionnement, sa digestion, son nettoyage, etc. Et vous ne vous rendez même pas compte à quel point. On vit certes de plus en plus longtemps, mais on vit de plus en plus mal. Et c'est la qualité de l'air, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit, c'est partout. Et il faut absolument qu'on prenne conscience. L'accident que j'ai eu où la rate a été enlevée, il y a eu aussi les 3/4 de mon foie. D'ailleurs, encore un disclaimer, le foie ne repousse pas, il se régénère. C'est-à-dire que la partie admettons, ça c'est tout mon foie, on m'a enlevé une partie, cette partie-là ne reviendra pas. Ici, ça va se régénérer, ça va se ressouder entre, les parties vont se remettre l'une envers l'autre, mais par contre, la partie manquante ne reviendra pas. Donc, le foie a été impacté, le pancréas également, j'ai eu beaucoup de chance de me remettre quand même bien. Et j'ai fait 2 arrêts cardiaques, dont un cérébral sur la table d'opération pendant les 8 heures d'opération. J'ai eu un accident de la route tout à fait banal, hein. J'étais en scooter, une personne m'a grillé la priorité. Mon guidon de scooter a tapé le côté gauche de mon ventre et du coup, voilà, hémorragie interne et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai peut-être plus conscience que certaines personnes à quel point la vie peut être précieuse et peut s'arrêter comme ça. Vous sortez de chez vous, vous êtes chez vous même. Du jour au lendemain, il peut y avoir n'importe quoi qui peut se passer. Donc, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps. Je vous embrasse, on reste en contact et merci encore d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez regardée.